parler aujourd'hui d'un film, si tant est qu'on puisse parler de film à l'état de ruine, et que vous allez découvrir avant que je vous en parle en détail avec cette projection. Donc, le pré de Bégine, qui a été élaboré par Sergei Eisenstein entre 1935 et 1937. Ce que vous allez voir là est un diaporama, en fait, une reconstitution qui a été effectuée par un des plus grands historiens spécialistes du cinéma russe et soviétique, Naum Kleiman. Et je reviendrai plus en détail sur la manière dont il a travaillé pour arriver à ce résultat. Donc, évidemment, c'est un matériau fragmentaire, très lacunaire, que vous allez voir. Il faut faire un petit effort de concentration pour essayer de suivre le fil narratif. Et simplement pour vous dire que moi je n'ai pas non plus travaillé en détail sur ce film, et que si vous désirez à l'issue de cette conférence découvrir davantage de matériaux et de documentation sur cette tragédie qui a été le pré de Bégine pour Eisenstein, je vous renvoie à un ouvrage absolument fondamental qui est signé par Erich Shmulevich, aussi un grand spécialiste de la culture et du cinéma russe soviétique, donc un ouvrage d'Erich Shmulevich précisément consacré au pré de Bégine. Voilà, donc un livre assez complet où vous pourrez notamment redécouvrir les transcriptions d'articles parus dans la presse et de documents assez poignants qui retracent bien tout ce qu'Eisenstein a dû traverser, puisque c'est une épreuve, j'y reviendrai, où Eisenstein subit énormément de critiques, d'accusations très virulentes. Et donc tous ces documents, que je citerai en partie dans mon exposé, permettent aussi de prendre la mesure de la violence qu'Eisenstein doit traverser alors durant toute cette catastrophe, le terme est employé et par les exégètes et par Eisenstein, relative au pré de Bégine. Donc on commence par la projection, durant environ 25 minutes. Et on en viendra ensuite à l'exposé. Je vous l'ai dit, c'est un matériau assez lacunaire et qui est peut-être du coup un cas magistral, exemplaire de censure en période soviétique. Ceci dit, de manière plus générale, c'est vrai qu'Eisenstein est un cinéaste dont l'œuvre est vraiment indissociable de cette question de la censure, ou du moins du remaniement qui vient d'instances supérieures. C'est le cas par exemple pour Octobre, La ligne générale, et ce sera le cas ensuite notamment pour Ivan le Terrible. Mais avec le pré de Bégine, on a affaire à un cas vraiment exemplaire, puisque on a affaire à une violence extrême, dans la mesure où le matériau du film lui-même est soumis à destruction. C'est quand même assez rare qu'on ordonne donc un film soit détruit dans sa matérialité physique. Alors je voudrais simplement, pour vous resituer un peu le contexte et la trajectoire d'Eisenstein avant le pré de Bégine, revenir sur quelques moments où Eisenstein a des démêlés avec la censure. Alors, tout d'abord, on peut revenir par exemple sur Octobre de 1927, qui est un film de commande à la gloire de la révolution soviétique pour les 10 ans de la révolution d'Octobre. Et le pouvoir passe commande à plusieurs artistes d'envergure pour des films devant célébrer cette révolution. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce moment-là, Eisenstein, comme dans la plupart des commandes auxquelles il répond, va devoir pratiquer une sorte de politique du grand écart, où à la fois il répond à une attente officielle, une commande, tout en cherchant toujours à expérimenter le plus possible, à repousser le plus loin possible les limites du médium cinématographique. Et c'est ce qu'il va faire dans Octobre, où en fait on a des moments extrêmement étonnants et déconcertants d'expérimentation. Notamment Eisenstein estime que dans Octobre, il réussit à mettre en place un cinéma philosophique, un cinéma intellectuel, qui est très éloigné de ce qu'on attend pour un film de célébration monumentale. Donc il y a vraiment chez Eisenstein, de manière générale, cette articulation qui n'est pas toujours simple, ni pour lui, ni pour les critiques, ni pour les autorités, cette articulation entre un impératif de commande, de célébration, et d'autre part, une volonté d'expérimenter. Et donc justement, dans Octobre, on a un immense matériau qui est filmé par Eisenstein,
qui peut donner lieu quasiment à 2 films. Et sur cet immense matériau, seul un dixième est conservé. Et ce matériau, qui aurait dû donc sortir pour le jubilé d'octobre, en 27, finalement, la sortie publique du film sera qu'en mars 28, précisément parce que le pouvoir souhaite remanier cet immense matériau. Et donc, il y a d'intenses tractations. Et on considère que ce serait le premier film soviétique sur lequel Staline serait intervenu, notamment pour gommer la présence de Trotsky dans les événements révolutionnaires. Voilà, et aussi c'est un film justement parce qu'il présente ce caractère expérimental que les autorités cherchent à recadrer pour qu'il soit davantage accessible aux masses. C'est un peu le credo qui se met en place en 28, il faut faire des films accessibles à des millions. Voilà, donc je vous donne aussi un exemple, voilà, ça c'est des plans sur Lénine qui ont été supprimés du montage final. Peut-être parce qu'il montrait un Lénine un peu plus inquiétant que le Lénine déifié qu'on voit dans la version finale. Voilà. Alors, dans la ligne générale, qui est un film qui paraît en 1929, là aussi on va avoir des remaniements qui viennent d'en haut, puisqu'en fait le film est initié par Eisenstein en 26 et il devait initialement glorifier la modernisation des campagnes. Et c'est un projet qui est interrompu parce qu'Eisenstein doit s'atteler à octobre et qu'il va reprendre en 28. En 28, la politique a considérablement changé. On est en période de grand tournant, de collectivisation. Et le film doit du coup faire écho à ce projet de collectivisation. Et Staline veille à ce que donc le scénario soit considérablement remanié et pour que le film se fasse l'écho de cette lutte entre l'ancien et le nouveau. Et je vous parle de la ligne générale parce qu'en fait, on retrouve beaucoup d'éléments évidemment dans le pré de Bégine, puisqu'il parle aussi des campagnes, de la collectivisation et de cette lutte entre l'ancien, qui va être dans le pré de Bégine incarné par le père, et le nouveau, incarné par cette époque, l'enfant, que le père cherche à mettre à mort. Voilà. Donc cette problématique des ennemis de classe, de la lutte des kolkhosiens contre les saboteurs, contre les koulaks, on va la retrouver évidemment dans le pré de Bégine. Simplement voilà, pour vous montrer à quel point l'œuvre d'Eisenstein avant le pré de Bégine fait déjà l'objet de censure, de tractations complexes avec différentes instances. Et ce qu'il faut quand même préciser, c'est que, évidemment, si on associe bien souvent le nom d'Eisenstein à la censure soviétique, un cinéaste dont l'œuvre est finalement mutilée, parce que si vous regardez, au final, il achève, il y a encore 6-7 films qui sont remaniés, censurés, sur un ensemble de projets qui s'élève à une centaine de projets de films. Donc c'est un cinéaste paradoxal, finalement, de l'inachèvement. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il est non seulement victime de censure en soviétique, bien sûr, mais aussi il est victime de censure à l'étranger, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc son œuvre, elle est vraiment constellée de censure, de son vivant, comme ensuite d'ailleurs de manière posthume. Et donc voilà, je voudrais juste vous donner là aussi quelques exemples. Par exemple, si on vient sur le Cuirassé Potemkin 1925, qui est le film qui donne ses lettres de noblesse à Eisenstein, qui le rend Eisenstein, qui lui donne une célébrité mondiale, vous vous doutez bien qu'un film aussi subversif que le Potemkin n'a pas été accueilli à bras ouverts dans des pays comme les États-Unis. Et donc, les États-Unis vont se retrouver face à un dilemme, parce que c'est un film qui fait beaucoup d'entrées, donc il y a un potentiel commercial important, mais en même temps, on craint sa qualité subversive. Et donc, voilà, par exemple, ce que va écrire la division cinématographique du département de l'éducation à New York, lorsqu'ils reçoivent la copie du Potemkin en 26. Une grande partie du film est obscène, indécente, immorale, inhumaine, sacrilège, et bien des matériaux de ces projections amèneraient les gens à être corrompus ou inciteraient au crime. Voilà, donc le film est examiné pendant 2 semaines, normalement ça prend 3-4 jours,
Et finalement, le film est diffusé aux États-Unis à condition qu'on élimine des passages problématiques. Donc, je vous ai mis la liste ci-dessous. En fait, on se rend compte que quand on élimine les passages problématiques, eh bien, on élimine tous les passages les plus intéressants du film. On se demande ce que les Américains ont pu trouver d'intéressant et ce qu'ils ont pu comprendre finalement à un film dont l'essentiel a été retiré. Voilà, donc Eisenstein évidemment censuré aux États-Unis. Il se fait censurer aussi en Europe, par exemple en France. La ligne générale aurait dû être projetée à l'occasion du séjour d'Eisenstein en Europe, en France, en 1930. Et le préfet de police d'alors, Chiappe, interdit la projection de la ligne générale à la Sorbonne, pour laquelle des milliers de personnes s'étaient d'ailleurs rassemblées. Et Eisenstein est obligé à la dernière minute de faire une simple conférence sans pouvoir montrer son film. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les astuces qu'il va déployer pour contourner la censure, puisque Georges Bataille, qui dirige alors la revue Document, demande à Eisenstein de prélever des photogrammes de son film, la ligne générale, pour concevoir une double page et de reproduire un matériau de substitution pour donner au moins un aperçu, mais en même temps pratiquer une forme de montage. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'Eisenstein va utiliser la censure comme une contrainte créative et proposer une forme de montage à partir d'une composition de photogrammes. Et de manière générale, ce n'est pas un hasard si Eisenstein s'intéresse autant aux caricaturistes du passé comme ses contemporains, puisque qui dit caricaturiste dit toujours quelqu'un qui a affaire à la censure et qui doit trouver des moyens de la déjouer. Donc c'est pour ça qu'Eisenstein se passionne pour des caricaturistes justement comme Daumier au XIXe siècle, parce que ce qui l'intéresse, c'est comment des artistes avant lui ont su déjouer la censure et en faire des contraintes productives. Voilà, donc ça c'est une censure en Europe. Et je reviens maintenant auprès de Bégine. Donc pour comprendre ce qui se passe avec ce film et son destin tragique, il faut revenir un peu sur les conditions dans lesquelles Eisenstein se retrouve. Je vous l'ai dit, Eisenstein commence à travailler sur le pré de Bégine entre 1935 et 1937. Avant, il faut savoir qu'il a été aux États-Unis, il a d'abord été en Europe, puis aux États-Unis, puis au Mexique. Il a été donc absent du RSS de 1930 à 1932. Et c'est en fait une série d'échecs. Eisenstein a été envoyé à l'étranger, initialement par Staline, pour pouvoir se familiariser avec les techniques du cinéma sonore, puisque la Russie accuse un retard technique et cherche à s'instruire auprès de l'Occident pour récupérer ces techniques sonores. Eisenstein est mandaté vraiment pour aller s'instruire auprès de l'Occident, et l'idée étant qu'en même temps, il réalise des films pour Hollywood, et donc qu'il promeuve idéologiquement l'Union soviétique. C'est assez complexe cet accord entre Hollywood et l'Union soviétique. On pourra y revenir en détail si vous voulez dans les questions, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eisenstein enchaîne déception sur déception. Aucun de ses projets pour Hollywood ne fonctionne. Ils sont tous retoqués les uns après les autres par les studios hollywoodiens. Et Eisenstein va ensuite tenter de faire un film au Mexique, qui est en fait financé par l'écrivain socialiste américain Upton Sinclair. Et là aussi, ça va être un échec. Eisenstein filme énormément de matière. Il est passionné par ce qu'il découvre au Mexique. Il cherche en fait à retracer toute l'histoire du peuple mexicain, sa culture. Et il faut savoir qu'Eisenstein travaille selon les standards de production soviétiques qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux d'Hollywood ou du Mexique. En fait, donc, il fait des dépassements budgétaires considérables. Et en fait, on en a beaucoup voulu à Upton Sinclair d'avoir confisqué à Eisenstein son matériau, mais il faut aussi voir qu'il était en situation de banqueroute financière et qu'il était totalement désespéré. Donc, ça va être une tragédie pour Eisenstein parce qu'il va se voir confisquer son matériau mexicain, alors qu'il espérait faire de ce film mexicain un film qui révolutionne complètement la pratique cinématographique. Donc il le vit vraiment très très mal, c'est une tragédie pour lui. Et il faut aussi savoir qu'Eisenstein rentre précipitamment en Union soviétique sans pouvoir faire le montage de son film mexicain, parce qu'il y a aussi des pressions du côté soviétique, et notamment de Staline, qui envoie un télégramme à Sinclair
en lui disant « Eisenstein est considéré comme un déserteur qui a rompu avec sa patrie, il a perdu la confiance de ses camarades. » Et il y a même des pressions qui sont exercées sur la mère d'Eisenstein qui supplie son fils de rentrer parce qu'elle risque sinon d'être arrêtée. Voilà, donc c'est un contexte, vous l'imaginez, assez délicat. Lorsqu'Eisenstein rentre en Union soviétique, il n'a rien réussi de ses projets à l'étranger. On le soupçonne d'avoir voulu fuir l'Union soviétique, on le soupçonne d'avoir eu des contacts avec les trotskistes au Mexique. Et donc il faut qu'il prouve, entre guillemets, son utilité, sa loyauté au régime. Et avant qu'il n'entame le travail sur le pré de Beijing, il faut savoir qu'il lance là aussi en URSS toute une série de projets de films qui également vont échouer les uns après les autres. Donc je vous en ai listé les principaux. Tout d'abord un projet de film d'après le consul noir qui devait se dérouler sur Haïti. Ensuite une comédie MMM qui aurait dû être une satire sur la bureaucratie soviétique et qui devait répondre en fait au désir qu'a alors Boris Choumiatsky, qui est le grand patron, le grand responsable administratif de la cinématographie. En fait, Choumiatsky veut créer une sorte de Hollywood à la soviétique qui concurrence justement Hollywood. Et Choumiatsky va être un peu désigné comme le grand ennemi d'Eisenstein. Il a un rôle important dans l'échec du projet mexicain et il va avoir un rôle considérable dans l'échec du pré de Beijing. Autre projet qu'Eisenstein, c'est de participer à un grand film sur Moscou à travers les âges auquel devaient participer différents écrivains et différents cinéastes. Et Eisenstein, pour sa contribution, imagine de mettre en scène deux frères ennemis qui, depuis la fondation de Moscou jusqu'à la Révolution, se disputent et se vouent une lutte fratricide et qui est inspirée par l'archétype de la lutte entre Caïn et Abel. Et ça, ce recours à des archétypes bibliques, mythologiques, évidemment, on les retrouve dans le pré de Beijing, vous y avez peut-être été sensible en voyant la projection. Autre projet qui est avorté, là encore, à cause de l'intervention de Choumiatsky, un projet de film entre l'Iran et la Russie. Donc tout ça pour vous expliquer que la période est vraiment très difficile pour Eisenstein, qui enchaîne ses déceptions, ses échecs. Et avec le pré de Beijing, véritablement, il est sous le feu des projecteurs. Donc, simplement, voilà, pour vous donner un peu de matière sur Boris Choumiatsky, qui est ce grand ennemi d'Eisenstein et qui va avoir ce rôle considérable dans toute cette succession d'échecs, puisqu'il a un rôle absolument clé en tant que directeur d'abord du Soyouz Kino et ensuite de la direction centrale de l'industrie photo-cinématographique nationale, qui est une instance qui vraiment cherche à contrôler toutes les étapes de la production d'un film. Et donc sans l'accord de Choumiatsky, on ne peut rien faire. Et alors, pourquoi Choumiatsky s'acharne autant sur Eisenstein ? On a différentes explications sur lesquelles je reviendrai, mais il est possible aussi qu'Eisenstein ait tout simplement provoqué Choumiatsky en lui proposant de réaliser un film d'après un poème extrêmement licencieux de Barkov, un poème pornographique que Choumiatsky ne connaissait pas et qu'il aurait accepté. Et donc Choumiatsky en aurait voué une haine implacable à Eisenstein. Mais de manière plus générale, il y a aussi une méfiance à l'égard d'intellectuels comme Eisenstein, et je vais y revenir. Justement, en fait, lorsqu'Eisenstein revient en Union soviétique, le contexte institutionnel et politique est fort différent de celui qu'il a quitté, et il y a, de manière générale, une mainmise de plus en plus étroite du parti, de l'État, sur les institutions et les organisations culturelles et artistiques. Notamment, quelques dates très importantes. En avril 1932, le parti ordonne une refonte de toutes les organisations culturelles et artistiques de manière à précisément resserrer la mainmise sur ces organismes. En 1933, donc, le groupe, cette direction photographique, cinématographie nationale est créée. Et surtout, très important, le lancement du réalisme socialisme comme méthode de création en 1934, qui est initialement définie, si on peut parler de définition, parce que c'est une définition assez vaste et assez floue,
pour le champ de la littérature, mais qui va ensuite s'appliquer pour l'ensemble des champs artistiques. Et donc, on le définit ainsi, je cite, « une représentation de la réalité qui est exigée des artistes dans son développement révolutionnaire, tout en contribuant à la transformation idéologique et à l'éducation des travailleurs dans l'esprit du socialisme. » Donc c'est à partir de ce moment-là que va se créer cette étiquette diabolisante de formalisme, où on va désigner par formalisme tout écart un peu esthétique, toute expérimentation, tout désir d'expérimenter sur la forme, et qu'on va donc trouver suspect, et qui va désigner, qui va être un symptôme d'une coupure de l'artiste vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la réalité soviétique. Voilà, et donc c'est aussi en 1934 le début de la terreur stalinienne, avec le prétexte que Staline prend de l'assassinat de Sergueï Kirov. Et toujours dans ce sens d'un contrôle de plus en plus étroit et d'une volonté d'écarter l'expérimentation, on a ce livre fondamental de Chmielevski, Cinéma pour des millions, qui est publié en 1935, et qui prône un cinéma divertissant, c'est-à-dire pas trop compliqué à suivre, qui soit compréhensible par les masses. Donc évidemment, Eisenstein n'est pas tout à fait dans cette ligne-là. Et alors justement, il va subir des critiques extrêmement virulentes et nourries en janvier 1935, lors de la première conférence des travailleurs du cinéma soviétique, où on rappelle très clairement que les cinéastes doivent travailler en accord avec les principes du réalisme socialiste. Et Eisenstein, c'est un véritable règlement de compte avec Eisenstein. Par exemple, Dinamov explique qu'Eisenstein est fautif, c'est quand même un terme très fort, avec sa théorie du cinéma intellectuel. Ce que Dinamov en dit montre qu'il n'a absolument rien compris à la théorie du cinéma intellectuel d'Eisenstein, puisqu'Eisenstein précisément disait que le cinéma intellectuel permettait de réunir l'émotion et le concept. Bon. Et Dinamov, justement, estime qu'Eisenstein n'est que dans l'intellect. Ça montre aussi à quel point les textes et les théories des uns et des autres sont peu lus et peu compris. Et voilà, exemple d'invective extrêmement virulente qui est adressée à Eisenstein, Vassiliev, un confrère d'Eisenstein, qui dit à celui-ci « Tant que tu ne résoudras pas à t'immerger dans notre réalité et à éprouver ce qu'éprouvent tous les soviétiques aujourd'hui, tu ne pourras rien créer qui ait de la valeur assis dans ton bureau. Je veux que tu jettes ton kimono chinois et que tu mordes à pleines dents dans la réalité soviétique d'aujourd'hui. » Voilà, donc Vassiliev reproche à Eisenstein son érudition, sa dispersion dans des domaines autres que soviétiques. Et Eisenstein lui répond, non sans humour, « Lorsque je suis assis à mon bureau, je ne regarde pas des statuettes, je ne médite pas abstraitement, je travaille à des problèmes qui agiteront la jeunesse cinématographique à venir pour que tu ne perdes pas ton temps, pour que tu puisses continuer à réaliser d'aussi remarquables films que ton Tchapaïev. » Alors, durant toute cette conférence, c'est aussi une humiliation pour Eisenstein, puisque c'est l'occasion de distribuer des récompenses. Et alors que toute la nouvelle génération de cinéastes remporte les prix, les distinctions les plus élevées, Eisenstein ne reçoit qu'une récompense de très second ordre, celle d'artiste émérite. Et au-delà du cas d'Eisenstein, en fait, c'est une véritable dénégation de toute la génération des cinéastes d'avant-garde des années 20, comme Vertov ou Kuleshov. Et là où Eisenstein va, si vous voulez, aggraver son cas, c'est qu'il va tenir le discours de clôture de la conférence le 13 janvier. C'est son premier grand discours depuis qu'il est revenu en Union soviétique. Et ça va être un discours incroyable, qui est d'ailleurs publié en français, si jamais vous voulez le découvrir dans son intégralité, dans un recueil qui s'appelle Le film, la forme, son sens. Donc c'est un discours très érudit, dans lequel Eisenstein essaie de justifier ses conceptions et sa pratique, et il le fait en s'appuyant sur des références extrêmement éclectiques et aussi passionnantes, mais aussi très hétérodoxes pour le régime, qui n'hésite pas à convoquer par exemple Joyce ou Lévi-Brühl, la psychanalyse. Et cela va aggraver son cas, puisque cela va confirmer, si vous voulez, à ses opposants qu'il s'est enfermé dans ce qu'ils appellent la tour d'ivoire. Voilà. Et justement, lorsque le film sera censuré,
quelqu'un comme Choumiatsky reviendra justement sur ces références déployées par Eisenstein à cette conférence en disant « Nietzsche, Lévi-Brühl et Joyce ne sont d'aucune utilité pour un artiste soviétique ». Voilà. Alors venons-en maintenant auprès de Bégine qu'Eisenstein entame après toute cette conférence et toute cette série, si vous voulez, de remise au point. Alors ce projet, vous l'avez peut-être compris, met en scène à cette époque un jeune garçon qui dénonce son père parce que celui-ci a voulu saboter la récolte du village en mettant le feu au champ communal, donc il le dénonce comme un ennemi du peuple. Alors qu'est-ce qui est à l'origine de cette intrigue, de cette trame? Il y a plusieurs hypothèses, plusieurs sources. Tout d'abord, bien sûr, le mythe de Pavel Morozov, que vous connaissez sûrement, puisqu'en fait, donc, ce Pavel Morozov, qui va être érigé en mythe par le régime soviétique, est un petit garçon qui, à l'âge de 13 ans, en Sibérie, dénonce son père pour ses agissements contre-révolutionnaires. Donc, le père est condamné à des travaux forcés dont il ne reviendra jamais, et Pavel va être assassiné par sa famille. Et donc le régime soviétique l'érige en modèle de l'enfant qui n'a pas hésité à sacrifier sa famille au nom d'un idéal plus grand, celui de la patrie, de l'État. Et c'est une figure qui tombe à pic en plein contexte de collectivisation pour le régime. Donc, si vous voulez, Pavlik, comme on l'appelle, Pavlik Morozov devient fait l'objet d'un véritable culte. On trouve des bustes de lui, des portraits de lui dans toutes les écoles. On érige à sa mémoire des monuments. Et donc, voilà, c'est une véritable Pavlik Morozovomania, si vous voulez. Et c'est un mythe parfait pour le stalinisme. Ce qui est assez troublant, c'est qu'on peut, comme Bernard Eisenschitz le suppose, imaginez que quelque part, le mythe de Pavlik Morozov a été préparé dans les consciences collectives par le cinéma, puisque l'histoire de Morozov se produit en 1932. Et en fait, on a déjà un film en 1929, dans le cas La Tenancière, de Svetovarov, qui raconte comment une petite fille qui rêve de devenir pionnière dénonce le plan de son père de tuer l'instituteur, et c'est cette dénonciation qui va permettre à l'héroïne de devenir une pionnière. Et donc on peut se demander dans quelle mesure le cinéma aurait préparé la conscience collective à assimiler ce mythe de Pavlik Morozov, dont ensuite le pré de Bégine va être la transposition en image la plus éclatante. Alors autre hypothèse à prendre en compte, c'est la nouvelle de Turgueniev, le pré de Bégine, qui paraît en 1851 et qui fait partie d'un recueil de nouvelles d'un chasseur. Et en fait, quand on lit la nouvelle, on se rend compte qu'Eisenstein n'en a pas retenu grand-chose, mais parce qu'en fait, ce qu'elle rapporte, c'est le récit d'un chasseur qui s'égare dans la forêt et qui va tomber par hasard sur un groupe de petits garçons qui s'abritent auprès du feu et qui se racontent des histoires de folklore, qui portent sur différentes créatures et différents petits démons. Et donc, dans cette assemblée de jeunes garçons, vous avez un petit garçon, Pavel Morozov, qui va être le plus héroïque, le plus courageux, et qui va à la fin mourir, et on ne sait pas exactement pourquoi, emporté par un cheval. Et donc, qu'est-ce qu'Eisenstein retient de cette nouvelle? C'est peut-être tout d'abord le style cinématographique de Turgueniev, puisque Turgueniev, qui décrit très bien la campagne, c'est aussi quelque chose qui va inspirer Eisenstein dans le film, Turgueniev décrit la manière dont, grâce aux flammes, on a des effets d'apparition, de disparition, de gros plans, qui sont assez cinématographiques. Voilà, je vous en donne juste un exemple. Lorsque la flamme s'amenuisait, diminuant ainsi le cercle lumineux, une tête de cheval, blanche ou baie à tête sinueuse, surgissait de l'ombre rapprochée. Attentif et stupide, l'animal nous regardait en mâchant avidement une longue touffe d'herbe, puis se baissait et disparaissait à nouveau. Voilà, donc c'est peut-être déjà cette écriture cinématographique qui retient l'intérêt d'Eisenstein.
Et puis après, c'est vrai que si on regarde au niveau des motifs, on a aussi quand même cette assemblée de jeunes garçons qui apparaît dans le film, ce motif des chevaux. Donc il y a cette trace-là de Tourguenieff. Il y a aussi le fait que le héros principal, Pavel, meurt dans la nouvelle et donc aussi dans le Prix de Végine, le film, Pavlik, qui devient cette époque, est mis à mort. Et puis surtout, ce que Eisenstein retient de Tourguenieff, c'est son inspiration japonisante. Parce que Tourguenieff était très marqué par le japonisme, et vous avez peut-être été marqué dans le prologue, notamment du film, par ces plans qui rappellent les estampes japonaises, avec ces branches, ces feuillages au premier plan. Et Eisenstein partage avec Tourguenieff ce goût pour l'estampe japonaise, pour la culture japonaise. Par exemple, dans ses mémoires, il raconte que son premier souvenir d'enfance, c'est peut-être une coquetterie rétrospective, mais il raconte que voilà, son premier souvenir d'enfance, c'est depuis son berceau, il aurait vu une branche de lilas découpée par le cadre de la fenêtre qui s'apparentait à une estampe japonaise. Enfin, voilà, je le cite. Cette branche était typique des Japonais. C'était un premier gros plan à travers lequel se dessinait le lointain. Et donc, effectivement, Eisenstein et son assistant Tissé vont filmer le prologue, les images du prologue dans les contrées de Tourguenieff, en prenant compte justement de ce goût de Tourguenieff pour le gros plan, le détail. Et Jay Leida, qui est l'assistant d'Eisenstein, note dans son journal de tournage justement que Eisenstein et Tissé cherchent, je cite, à regarder avec amour un paysage depuis le point de vue d'un artiste fasciné par le point de vue oriental. Voilà, donc il y a ce souffle tourguenievien, même s'il est assez diffus, qui est présent. Et puis surtout, il y a tout ce recours à des images bibliques, mythologiques, donc avec des fausses citations de la Bible, qui vient à 2 reprises dans le film. Lorsque notre Seigneur Dieu, le Très-Haut, a créé le ciel, l'eau et la terre, et les hommes tels que toi, mon fils et moi, il a dit « Soyez féconds, multipliez-vous. Si le fils trahit son propre père, qu'il soit abattu comme un chien. » Et dans ce conflit du père avec son fils, Eisenstein revient sur plusieurs mythes, et en tout cas ça en inspire, que ce soit par exemple dans la Bible le sacrifice d'Isaac par Abraham, ou bien le fait que Dieu le Père va laisser son fils Jésus être crucifié. Vous avez plusieurs images, plusieurs plans où cette époque apparaît comme un Jésus crucifié, comme auréolé, comme avec une auréole, comme doté d'une dimension christique. Et en fait, c'est que Eisenstein, de manière générale, ne s'arrête jamais à dépeindre ce qui lui est contemporain. Il cherche toujours à recourir à des archétypes universels, pour que cela touche ce que le spectateur partage avec la conscience collective. Donc c'est pour cela qu'on retrouve toujours chez Eisenstein ce recours aux mythes, aux archétypes. Et voilà, donc on va avoir, je vous le disais, cette époque assez christique, et à l'inverse, le père de cette époque va être assimilé par exemple au dieu Pan. Eisenstein s'est beaucoup inspiré de cette peinture de Vroubel pour concevoir l'apparence du père de cette époque. Autre exemple de recours à l'imagerie biblique, à un moment, lorsqu'on a cette transformation de l'église en club ouvrier, on a ce plan sur un colchosien qui pousse les colonnes, et cela rappelle évidemment la manière dont Samson dans la Bible va détruire les colonnes du temple dans un dernier sursaut de force. Voilà, donc ce que fait Eisenstein, c'est en fait chercher à fonder une mythologie du stalinisme, ou en tout cas du régime soviétique, en s'appuyant, en récupérant, si vous voulez, un plan culturel plus vaste, en recyclant des archétypes profondément enracinés dans la culture collective du spectateur. Et ça s'inscrit de manière plus générale dans son intérêt pour ce qu'il appelle les structures prélogiques. En fait, Eisenstein découvre en Europe, puis ensuite au Mexique, tout un ensemble de lectures anthropologiques sur ce qui s'appelle donc le prélogique. Voilà. Et justement, en 1935, Eisenstein justifie son recours à ces archétypes bibliques.
et mythologiques qui vont lui être énormément reprochées par le pouvoir, et c'est ce recours à ces images d'un autre temps, d'un ancien temps, qui vont fortement contribuer à ce que le film soit censuré et détruit. Ça va énormément agacer les autorités. Et voilà, donc simplement je vous donne l'argumentation d'Eisenstein. Ce qu'il explique, c'est que certaines théories, à un moment donné dans l'histoire, valaient comme des connaissances scientifiques et ensuite ont été mises à mal et ont été ensuite disqualifiées comme des éléments scientifiques, mais ça ne leur enlève rien de leur validité artistique. Donc on peut utiliser des croyances antérieures, des images antérieures, parce qu'elles gardent une validité une validité artistique en tant qu'image, même si elles ne correspondent plus à des connaissances justes. Et surtout, Eisenstein a une conception assez spéciale de l'art, c'est qu'il considère que l'art véritable repose sur une double dynamique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il doit à la fois, s'adresser aux couches les plus évoluées de la conscience, de la logique, mais qu'en même temps, son efficacité tient à ce qu'il s'adresse à une forme, parce que l'art opère une forme de régression en venant s'adresser aux couches les plus souterraines, si vous voulez, à une sorte d'inconscient collectif qui abrite toutes ces images ancestrales accumulées au fur et à mesure des siècles. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Eisenstein, dans son film, mais dans d'autres aussi, donne à voir de manière très ostentatoire la fabrique d'une mythologie, la fabrique d'un mythe. Et quelque part, on peut y voir aussi une critique de la manière dont le régime stalinien lui-même cherche à créer une mythologie. Donc il y a un geste assez risqué de sa part à produire des images aussi, si vous voulez, artificielles. Et c'est la même chose qu'on va retrouver dans Ivan le Terrible, qui va lui créer autant de problèmes. Alors, autre élément à prendre en compte, c'est que cette lutte du père contre son fils est un thème qui obsède Eisenstein parce que lui-même estime avoir des comptes à régler avec son père. Donc voilà, par exemple, ce qu'il écrit dans ses mémoires, c'est que ici il est devenu un artiste de la révolution et de la protestation. Ce n'est pas tant parce qu'il était dans des conditions matérielles qui lui faisaient éprouver de l'injustice, il est issu d'un contexte tout à fait bourgeois, mais il dit que c'est initialement la révolte contre son propre père qui l'a mené à éprouver ce sentiment d'injustice. Donc je le cite. La raison qui m'a fait me ranger du côté de la protestation sociale est née en moi non des infortunes de l'injustice sociale, non des zigzags de la lutte pour l'existence, mais tout droit et tout entière de ce prototype de toute tyrannie sociale qu'est la tyrannie du père de famille. Voilà. Ça, vraiment, c'est vrai que jusque dans Ivan le Terrible, Eisenstein ne cesse de régler ses comptes avec son père. Et c'est vrai que de manière générale, si on regarde l'ensemble des films d'Eisenstein, on se rend compte que les enfants, ils sont malmenés. De manière plus globale, Eisenstein déploie toute une esthétique de la cruauté dans ses films, de répression, mais lui-même, en revenant sur l'ensemble de sa carrière, insistait sur le fait que les enfants ont la vie dure dans ses films. Je le cite, « Dans mes films, on écrase des enfants sur les escaliers d'Odessa, on les jette des toits, la grève, on les fait tuer par leurs propres parents, le près de Bégine, on les jette dans les tailles de flammes, Alexandre Nevsky. » Voilà, donc il y a aussi cet élément qui est propre, si vous voulez, à la poétique d'Eisenstein, cette mise à mort des enfants par les adultes. Autre élément qui va contribuer à considérablement agacer les autorités et qui va expliquer l'échec du projet, le fait qu'Eisenstein recourt à ce qu'on appelle le scénario émotionnel. Le scénario émotionnel qui est dû à Alexandre Rzeszewski, qui a tout d'abord débuté au cinéma comme acteur, et qui a notamment eu des rôles de cascadeur, et qui vient au cinéma, en fait, il le dit lui-même, pour prendre des risques. Et alors, à quoi ça correspond, ce scénario émotionnel auquel Eisenstein recourt pour le pré de Bégine? Eh bien, c'est en fait un scénario qui est très poétique, qui se concentre, comme son nom l'indique, sur les émotions, les sensations des protagonistes. Donc, c'est un scénario qui n'est pas du tout, comme on a l'habitude, c'est pas du tout un scénario strictement découpé, qui est très technique. C'est un scénario
très littéraire, qui, du coup, c'est ainsi que Rzeszewski voit les choses, ne doit pas verrouiller l'interprétation du réalisateur. Et en fait, il s'agit de transmettre l'émotion de celui qui écrit le scénario au réalisateur, mais c'est au réalisateur de trouver sa propre solution visuelle à cet écrit. Et donc, on part vraiment, encore une fois, de l'émotion, sans trop verrouiller. Et évidemment, cette marge de manœuvre, elle va agacer les autorités parce que ça veut dire que c'est au final au réalisateur que le dernier mot du film, le dernier mot sur la signification, incombe. Et donc, c'est plus difficile, évidemment, de contrôler l'intention du réalisateur à partir de là. Ces scénarios sont aussi en prise avec le tournant technique que met à l'heure l'industrie cinématographique soviétique, puisque je vous le disais, on est au moment où on passe au sonore. Donc se pose de manière plus générale la question de comment on met les images en rapport avec la parole, et surtout le fait qu'on doive travailler avec le son rallonge aussi et complique les temps de production du film, ce qui rajoute une difficulté supplémentaire dans tout le processus assez complexe. Alors ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce projet de Bégine, il a d'abord pour commanditaire l'organisation des Komsomol, qui veulent donc un scénario sur le thème du travail des jeunes pionniers à la campagne. Et donc le projet aurait dû donner lieu à 2 films distincts, un film à destination des adultes et un autre à destination des enfants. Alors, c'est un film un projet en tout cas, qui reprend un certain nombre d'obsessions d'Eisenstein, et je voudrais vous en parler avant d'en revenir plus précisément à tout au détail, quasiment date par date, du destin du film et qui va l'amener à être condamné et mutilé. Mais simplement, voilà, pour vous donner quelques clés aussi pour resituer l'ensemble ce film dans l'ensemble des intérêts et des obsessions d'Eisenstein. Tout d'abord, vous avez sûrement été sensible à cette scène très étonnante où on transforme l'église en club ouvrier, une scène qui prend beaucoup de temps dans l'économie narrative globale et qui trahit en fait la fascination d'Eisenstein pour le sacré. Eisenstein a toujours été très ambivalent à l'égard de la religion, du sacré, puisque d'un côté, bien sûr, on est en contexte soviétique, donc il s'agit de participer à toute cette campagne anticléricale, anti-religieuse du régime, donc de déboulonner, si vous voulez, les idoles, mais en même temps, Eisenstein est complètement fasciné par les rituels religieux, par tout ce qui, selon lui, peut amener un fidèle, un visiteur à l'extase. D'ailleurs, l'extase est un concept, un terme qu'il reprend sans cesse dans ses écrits, et il cherche à amener ses spectateurs à l'extase. Et donc, dans beaucoup de ces films, on va retrouver un rapport très ambivalent au sacré. Cette ambivalence s'incarne peut-être bien dans cette photographie de tournage du Pré de Bégine où on voit Eisenstein qui embrasse cette Bible. Et on voit bien justement dans cette séquence cette ambiguïté, puisqu'on est en train de détruire une église pour la transformer en club. Et en même temps, vous avez vu toutes ces images où les paysans deviennent des icônes, deviennent des saints, en enfilant tous les accessoires religieux. Donc il y a une véritable ambivalence, comme pour les mythes, Eisenstein cherchait à récupérer toutes ces structures, ces puissances du sacré, au service d'un nouveau sacré qui serait celui de la collectivité soviétique. Et d'ailleurs, cet épisode de la destruction de l'Église va aussi beaucoup déplaire aux autorités. Il faut savoir que le Pré de Bégine va connaître 2 versions de scénarios distincts, et on va exiger d'Eisenstein que dans la deuxième version, on supprime cet épisode de l'Église qu'on considère être totalement hors de propos. Voilà, alors je voudrais juste vous montrer quelques cas où Eisenstein déploie une ambiguïté similaire dans des films précédents. Par exemple, dans Octobre, 1927, justement, je vous disais à quel point Octobre est un film étonnant pour un film de commande, où Eisenstein déploie beaucoup d'expérimentation.
eh bien, on a un cas d'une séquence très déconcertante qui s'appelle la séquence des dieux, où Eisenstein cherche à démontrer en image la vacuité du concept de Dieu, à démontrer, en fait, à faire du cinéma, si vous voulez, un argument en faveur de l'athéisme. Donc je vous la montre. Et c'est une séquence qui est constituée de différentes images de divinité qu'Eisenstein a juxtaposées les unes à la suite des autres et qui se transforment en vertu de liens formels les unes en les autres. Et selon Eisenstein, comme on part d'un Christ flamboyant et qu'on arrive à la fin à un fétiche tout à fait rudimentaire en bois, ça devait démontrer donc, la vacuité du concept de Dieu. Et tout en démontrant cette vacuité-là, Eisenstein témoigne aussi de sa fascination pour toutes ces idoles. Vous voyez, donc c'est toujours très ambigu. Voilà, je vous montre cette séquence. Avec des moments aussi qui sont censés être satiriques et comiques. Et on retrouve une même ambivalence à l'égard du sacré et du religieux dans La Ligne générale, qui est un film qui, encore une fois, a beaucoup de liens avec le pré de Bégine. Donc je vous en montre deux petites séquences. En fait, dans La Ligne générale, 1929, on voit à un moment une procession de villageois pour conjurer la sécheresse. Et cette procession est censée faire venir la pluie. Évidemment, ça n'a pas du tout marché. Et Eisenstein tourne en ridicule cette procession, les rituels religieux, et va comparer les processionnaires à des agneaux, des moutons stupides qui suivent le peuple. Voilà, donc je vous la montre. Mais en même temps, là encore, Eisenstein s'attarde très minutieusement sur tous les rituels et donc là aussi dévoile finalement à quel point il est fasciné par ce monde-là. Je suis désolée, la qualité n'est pas très bonne. Tout comme dans le pré de Bégine, il a détaillé toutes ces icônes. C'est un véritable musée aussi du religieux qu'il déploie à chaque fois. Voilà, donc là on a la procession et voyez ensuite comment il va comparer les processionnaires à des moutons stupides. Donc là on a des bougies qui fondent tellement il fait chaud, donc c'est la sécheresse. Et on n'a aucune réponse de pluie. Les seuls liquides qui arrivent, c'est ces animaux assoiffés, salive, et les bougies qui fondent. Voilà. Et en réponse à cette religion du passé complètement inutile et donc à rejeter, comme l'ancien, Eisenstein va opposer une nouvelle religion qui, elle, va amener du liquide, avec le fameux épisode de l'écrémeuse, puisque vous avez un moment clé où donc le kolkhoz a acquis une écrémeuse et Eisenstein l'écrit explicitement, il voulait comparer cette écrémeuse à un nouveau Graal. Voilà, et elle va amener au contraire le liquide, donc voilà, je vous remonte cette séquence célébrissime, qui doit être vraiment vue en miroir avec cette séquence de la procession et de la sécheresse. Là, voilà, on va avoir droit à un miracle où l'eau, enfin la crème, va se répandre.
sorte de multiplication du lait, de multiplication des pains, avec le geste que va avoir Martha, qui est très emprunté à l'iconographie religieuse, avec les mains comme ça, vous allez voir. Et, séquence célébrissime. À l'inverse, certaines images déployées par Eisenstein dans le pré de Bégin vont être ensuite recyclées dans ses films ultérieurs. Voilà, par exemple, ce moment où on brandit une Bible au-dessus de cette époque. Eisenstein va s'en souvenir lorsqu'il tourne Ivan le Terrible, le moment où le tsar est malade et où on va le recouvrir d'une Bible. Je passe assez vite. Il y a aussi beaucoup d'échos entre le pré de Bégin et l'autre projet avorté, qui est le projet mexicain, qui est Viva Mexico, ne serait-ce que dans la manière de composer les plans avec l'objectif 28 mm, qui permet en fait à Eisenstein d'exprimer le fait que différentes strates de culture coexistent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement chez lui et qui permet aussi ces compositions très picturales qui sont aussi au service justement de cette perspective souvent japonisante. Et même dans le choix des acteurs, en fait, on va retrouver des circulations entre le Mexique, le projet mexicain, c'est coupé, bon. Mais en tout cas, voilà, il y a des mêmes typages qui reviennent d'un projet à l'autre. Et d'ailleurs, les critiques vont y être sensibles, puisque du vivant d'Eisenstein, des versions vont être produites, montées par d'autres qu'Eisenstein à partir du matériau mexicain, et les critiques qui ont vu ces films-là et les rushs du pré de Bégin vont voir une continuité entre les deux films. C'est embêtant, je sais pas si Autre point très important qu'Eisenstein développe dans le pré de Bégin, et là, dans ce que vous avez pu voir dans la projection, c'est difficile d'y être sensible, c'est l'obsession pour le son, puisqu'en fait, dès la ligne générale, Eisenstein espérait faire des expérimentations sur le son. En fait, pour la ligne générale, il avait écrit tout un synopsis de sonorisation absolument passionnant, où on voit qu'il anticipe des problématiques liées par exemple à ce qu'on appellera aujourd'hui la musique concrète. Il imagine d'introduire des sons industriels et malheureusement il ne pourra jamais faire sonoriser son film. Mais avec le pré de Bégin, justement, là il a l'occasion de faire ce qu'il n'a pas pu faire avant. Pareil, aux États-Unis, Eisenstein espérait pouvoir faire des expérimentations sur le monologue intérieur, sur des symphonies son. Donc ça, c'est une composante très importante qu'il va pouvoir reprendre ici dans le pré de Bégin. Donc voilà, je ne m'attarde pas dessus parce que je vois que le temps passe et je voudrais revenir sur les étapes de la censure. Voilà, des images qui circulent évidemment. Dans la ligne générale, on avait toute une obsession pour les tracteurs qu'on va retrouver dans le pré de Bégin, cette cohorte de tracteurs. Voilà. Alors, comment donc on en est arrivé à ce film totalement détruit, dont ne reste que des photogrammes, ce que vous avez pu voir, ce que Naum Kleiman qualifie d'éclat d'un ensemble perdu. Donc c'est un film qui a fait vraiment l'objet d'un destin tragique, puisque non seulement les négatifs ont été détruits sur ordre du pouvoir, mais comble de malchance, comble de tragédie, le positif qui était conservé dans les locaux de Mosfilm a été détruit lors des bombardements nazis sur Moscou en juin 1941. Et donc, en fait, ce qu'il en restait, c'est ce que vous avez pu voir, c'est en fait, lorsque Eisenstein a appris que son film devait être détruit, il a demandé à sa monteuse, Esther Toback, de prélever des photogrammes de chaque plan. Et donc, c'est à partir de ces photogrammes que Naum Kleiman et Sergei Yudkevitch ont pu faire ce diaporama, et auquel ils ont ajouté des musiques de Prokofiev. Mais c'est vrai que ça donne un aperçu assez hybride du projet d'Eisenstein, sans parler du fait que ce soit évidemment des images à l'arrêt. En fait, c'est assez hybride parce que cette reconstitution, elle combine les deux versions du scénario, les deux films. Donc c'est très compliqué de s'y repérer. Ça explique aussi pourquoi il y a parfois des incohérences en termes narratifs dans ce qu'on peut voir dans ce diaporama. Et donc, voilà, on a le témoignage d'Esther Toback qui raconte comment elle a découpé ses photogrammes, comment elle les a sauvegardés dans une boîte qui a été ensuite retrouvée chez la veuve d'Eisenstein, Vera Tacheva,
Donc, il les a transmis à Naomi Klein pour faire cette reconstitution, si on peut dire. Et donc simplement pour vous montrer aussi, parce que c'est assez émouvant, des documents qui restent par rapport à ce film, au-delà de ces photogrammes. Donc quelques planches contact, qu'on montre d'ailleurs dans l'exposition si vous venez à Metz. Donc quelques planches contact sauvées par Jay Leida, l'assistant d'Eisenstein. Et puis aussi, matériau très émouvant, c'est les cartes de tournage, les cartes de casting, pardon, puisque Eisenstein passe un temps considérable à choisir les acteurs pour son film, et donc c'est assez troublant de retrouver ces cartes voilà, très, très modestes de format, c'est des toutes petites cartes avec ces visages épinglés quand on sait le destin de ce film qui a été détruit. Donc voilà, là on a comme ça des centaines de petites cartes qui figurent aux archives à Moscou. Et enfin, on a quelques photos de tournage, des moments de travail, donc, qui permettent aussi un peu de reconstituer l'ambiance de travail et puis de corroborer les plans que Naomi Klein a montés. Alors maintenant, j'en viens donc aux étapes qui ont conduit à la destruction du film. Derrière, on a jusqu'à 19h, c'est ça? Bah, oui, je pense que c'est mieux, comme ça après on discute un peu. Et donc là, il est 18h52, c'est ça? C'est ça. Je vais essayer de faire très bref. Je suis désolée, c'est vrai que j'ai été un peu longue. Donc, bon, je vais essayer de passer vite. En gros, Eisenstein commence le travail sur le tournage en mars 1935, alors que Rzeszewski a soumis son scénario au studio Mosfilm qui a donné un accord de principe. Donc il y a un très long travail de casting qui s'opère, notamment pour le rôle de cette époque, plus de 2000 personnes, plus de 2000 enfants auditionnés. Je passe assez rapidement. Et très vite, les difficultés vont commencer parce que non seulement il y a du mauvais temps, mais aussi Eisenstein va contracter une variole très sévère lorsqu'il est dans des brocantes à chercher des matériaux religieux. Et donc il tombe totalement malade. Et pendant qu'il se repose dans un sanatorium, le studio Mosfilm regarde le matériau lié à cette première version, de même que les responsables que sont Chouiniatsky. Et très vite, des critiques émergent. Donc on va critiquer ce recours à des prototypes justement bibliques qui éloignent la description qui éloigne la description contemporaine des sauf-causes. On va critiquer aussi une théâtralité excessive. Et donc, très vite, on demande à Eisenstein de changer de casting, de remplacer les acteurs par d'autres qui relèvent davantage du Mkhat, qui est un théâtre beaucoup plus académique, et de réécrire le scénario. Donc Isaac Babel, l'écrivain, va réécrire le scénario de Rzeszewski. Donc voilà, vous voyez un remaniement considérable. Et pendant ce temps, la chasse au formalisme et au naturalisme s'intensifie en 1936. Et dès 1936, Eisenstein doit déjà faire acte de repentance par rapport à cette première version, où il explique ne pas avoir été suffisamment attentif justement au réalisme socialiste, et il prétend avoir radicalement modifié son orientation créatrice. Alors, en 1936, les responsables de Mosfilm regardent des épisodes de la seconde version. Il y a pas mal de choses qui ont changé, donc voilà, on a remplacé cet épisode de la destruction de l'église par un épisode où les récoltes sont incendiées. Et aussi, très important, on met l'accent sur le fait que ce soit maintenant le père qui tue son fils et non pas le fils qui a arrêté son père. Et malgré tout, donc les responsables du studio Mosfilm espèrent qu'Eisenstein va réussir à satisfaire aux exigences du pouvoir, parce qu'ils ont espoir dans ce grand maître de la cinématographie soviétique. Et donc ils exigent quand même des modifications, que ce soit un scénario plus optimiste, où cette époque resterait vivant, qu'on supprime le lien avec l'esthétique de Tourguenieff, et qu'on explique plus concrètement pourquoi le père est un saboteur.
qu'on sorte de cette strate mythique, mythologique, Abraham qui sacrifie Isaac. On explique pourquoi donc, son père est un saboteur. Fin 36, le climat devient de plus en plus tendu, puisqu'il y a des fausses rumeurs dans la presse internationale sur le fait qu'Eisenstein se soit fait arrêter. Et surtout, on suspecte Eisenstein de trotskisme. Bon, il y a la guerre d'Espagne à ce moment-là. Et surtout, il y a une dénonciation qui est faite par un journaliste, Edmund Stevens, qui envoie une lettre de dénonciation NKVD pour décrire combien Eisenstein, lorsqu'il était au Mexique, était en contact avec des trotskistes. Ça, ce genre de lettre, ça pouvait valoir comme un arrêt de mort. Donc Eisenstein est vraiment sur le point d'être arrêté, voire exécuté. Et en 1937, alors que culmine la terreur, Eisenstein voit nombre de ses collègues, confrères arrêtés. Et justement, c'est en 1937 que les critiques de Choumiatsky deviennent de plus en plus intensives à l'égard du film. Voilà, il considère qu'Eisenstein ne traite pas suffisamment de la réalité de la lutte de classe, qu'il reste toujours dans ce registre trop mythologique, trop archaïsant. Et il est très irrité aussi parce qu'il considère qu'il y a tout un ensemble de personnes qui cherchent à défendre Eisenstein, qui sont aveuglées par leur admiration envers Eisenstein et qui ne sont pas assez critiques. Bref, le 5 février, Choumiatsky ordonne l'arrêt du tournage et le film est décrété anti-artistique, politiquement irrécupérable. Je vous montre un dessin d'Eisenstein qui est en réaction au contexte de la guerre d'Espagne, mais aussi à l'arrêt de son film. Donc, voilà, on voit des personnages décapités, ça en dit long sur son état psychologique et le désastre que c'est pour lui. Et donc il y a toute une série de débats qui est organisée alors au sein de Mosfilm suite à ce fiasco. Et en fait, vous voulez, chacun essaie de se renvoyer la balle. Choumiatsky, Mosfilm, chacun essaie de trouver des coupables. Pourquoi ils n'ont pas été suffisamment vigilants pour empêcher ces erreurs du pré de Beijing? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas compris que d'emblée c'était un projet vicié de par son scénario? Et donc là, c'est des attaques très virulentes. Et voilà, donc le Politburo, en février, va prendre sa décision sur le pré de Beijing. Le film est interdit, suspendu. Choumiatsky est attaqué aussi comme n'ayant pas su éviter ce désastre. Et conséquence de ce fiasco, on va exiger qu'aucun film ne puisse être tourné en amont, ne puisse être tourné sans qu'en amont on ait validé le scénario, les dialogues et le projet d'ensemble. Voilà, donc il y a plusieurs articles qui font état de la résolution du comité central qui explique pourquoi on a interdit le film. Donc voilà, le formalisme d'Eisenstein, film déviant parce qu'Eisenstein est resté coupé de la réalité. Et j'essaie d'accélérer un petit peu. Donc, il y a plusieurs réunions qui sont tenues où on essaie de tenir compte des erreurs du pré de Beijing pour améliorer la situation à venir. Et surtout, il y a toute une série d'humiliations pour Eisenstein, puisqu'il doit publier un article autocritique, Les erreurs du pré de Beijing, où il explique en quoi il s'est fourvoyé. Il y a une brochure de 62 pages qui paraît sur le film Le pré de Beijing d'Eisenstein contre le formalisme au cinéma, qui là aussi s'apparente à une descente en flèche du réalisateur. Et Eisenstein est alors dans un désespoir le plus total. Il essaye d'infléchir son destin en écrivant d'abord une lettre à Choumiatsky en le suppliant de continuer à pouvoir travailler, en demandant une dernière chance. Choumiatsky va écrire à Staline en disant qu'il préconise qu'on interdise bonnement et simplement à Eisenstein de travailler en tant que réalisateur. On va aussi lui interdire d'enseigner au VGIK en considérant qu'il a une influence pernicieuse sur la nouvelle génération. Et Eisenstein est au bord du suicide à ce moment-là. Il va aussi écrire à Staline, là aussi pour lui demander une dernière chance pour trouver sa bonne foi. Et en fait, ce qui va se passer, c'est une stratégie assez payante puisqu'il court-circuite Choumiatsky et Staline va demander à son cercle de fidèles leur avis. Finalement, Molotov et Zhdanov vont défendre Eisenstein et Eisenstein aura une dernière chance avec Alexandre Nevsky pour revenir dans les bonnes grâces du pouvoir, mais tout simplement pour vous dire qu'il risque à très peu de choses d'être arrêté et exécuté.
Et donc, voilà, ça va, suite à cette affaire du pré de Begin, il va y avoir toute une série de conséquences. Déjà, Choumiatsky va être arrêté et exécuté en 1938. Choumiatsky s'est autant acharné sur Eisenstein parce qu'il lui fallait un bouc émissaire, puisqu'en fait, lui-même, qui se targuait de lancer une production cinématographique conséquente, ne réussit à faire réaliser que très peu de films, et surtout en 1937, alors qu'on est aux 20 ans de la Révolution d'Octobre, il n'y a aucun film consacré à la Révolution qui est lancé. Donc Choumiatsky est très mal vu, lui aussi, des cercles du pouvoir. Voilà, donc après il y aura en septembre 1937 un congrès pan-russe du syndicat des travailleurs du cinéma, où des mesures très sévères sont prises pour éviter justement toute cette déviation à la Eisenstein, où on cherche à assurer un contrôle total à toutes les étapes de la production cinématographique, pour éviter justement de répéter ces erreurs-là. Et donc Eisenstein va faire une autocritique également à ce congrès qui est extrêmement poignante, où voilà, il bat sa coulpe en essayant de se disculper. Voilà, par exemple, il dit l'illusion intellectuelle fut la cause des erreurs et des déviations donquichotesques qui m'ont détourné de la juste façon de présenter les questions et d'y répondre. Ces déviations individuelles aboutissent à une déformation politique des événements dépeints et à une interprétation politique fausse du sujet. Et c'est à l'honneur d'Eisenstein de dire, enfin, il ne cherche pas du tout pour le coup à faire retomber la faute sur ses collègues, comme Tissé ou Gégevski. Il assume vraiment tous ses partis pris, et ça c'est vraiment à son honneur. Voilà, alors il dit « Il a fallu cet immense drame que je vis actuellement pour que m'apparaisse clairement ce point que je n'avais pas saisi, l'erreur foncière dont je n'avais pas totalement conscience. J'ai estimé qu'un artiste pouvait avoir une vision personnelle. » Vous imaginez le degré d'autocritique, d'humiliation, c'est-à-dire que là, si on remet en cause le fait d'avoir une vision personnelle, qu'est-ce que ça veut dire être artiste? Voilà. Et donc, ce film totalement mutilé, alors qu'il était très prometteur, puisque certains critiques et contemporains qui l'avaient vu considéraient que ça aurait été le plus beau film d'Eisenstein, le plus expressif, le plus impressionnant. Et donc je vais m'arrêter là, désolée, j'ai été un peu rapide sur toutes ces étapes, mais c'est très complexe. Et encore une fois, si vous voulez retracer étape par étape ce qui va amener ce film à être détruit, vous pouvez vous rapporter à cet ouvrage passionnant d'Eric Shmulevich sur le prix de Begin. Voilà, je vous remercie. Ada, c'était absolument passionnant et en fait on aurait pu rester plus, c'est comme je sais que beaucoup d'entre vous vont devoir partir avec les RER déjà en cours de blocage. Est-ce que vous avez des réactions déjà, des questions, des remarques, peut-être des précisions éventuelles à demander à Ada? Lancez-vous, allez-y. Par rapport au projet inachevé d'Eisenstein, j'ai pas vu dans le diaporama Glasshouse, oui, dans sa période américaine. Oui. Alors je ne me souviens plus si le projet n'a pas abouti à cause de la censure ou bien à cause peut-être du projet d'Eisenstein qui était peut-être trop complexe et qui nécessitait trop de moyens, ou peut-être les deux. Oui, c'est les deux. Donc pour remettre en mémoire, en fait, le projet Glasshouse, c'est un projet qui commence à élaborer en 1926 et qui va l'obséder en fait, jusqu'à la fin de sa vie, et qui aurait dû se dérouler, selon lui, dans un gratte-ciel entièrement en verre, et qui aurait permis donc de mettre en place une société assez dystopique où tout est visible par tout le monde et pour tout le monde, et qui en même temps, c'est là où c'était sûrement trop ambitieux et visionnaire pour son temps, aurait dû permettre une révolution cinématographique, puisqu'on pouvait avoir alors des effets de transparence, de superposition, de désorientation des plans. Et donc, voilà, c'est peut-être des difficultés techniques qui font qu'il n'a pas pu le donner, c'est un projet trop ambitieux. Et ensuite, il va le proposer aux États-Unis, et ça va être retoqué, on peut imaginer aussi pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire que ça pouvait paraître une critique du capitalisme, d'autant que le projet connaît une évolution lorsqu'Eisenstein se trouve aux États-Unis. Il est très impressionné par les gratte-ciel de Frank Lloyd Wright et il s'en inspire. Donc
il y a ça. Et puis il prévoyait même une critique du système de Hollywood dans Glasshouse. Donc il y avait beaucoup de composantes idéologiques qui fait que c'était pas très acceptable par les studios hollywoodiens. D'autres questions? D'autres gens? Oui. J'ai une question, savoir si Eisenstein avait pu rencontrer des cinéastes français des années 30. Oui, bien sûr. René Clair, par exemple, Marcel L'Herbier. Il les rencontre notamment, vous savez, en 29, il va à Stuttgart, à la Sarraz, un congrès de la cinématographie indépendante. Et donc là, il rencontre beaucoup de cinéastes justement indépendants, français, mais aussi allemands. Et puis lors de son passage à Paris, il rencontre toutes les avant-gardes. Donc il est aussi très en lien par exemple avec Cocteau, Sarah Pantani. Oui, ça, c'est quelque chose qui le nourrit, même si il ne veut pas toujours avouer, ça c'est de manière générale, sa dette à l'égard de ses contemporains. Il préfère parler de ses dettes à l'égard du passé que des avant-gardistes contemporains qui l'inspirent. Moi, je voulais juste revenir sur la partie mythologie, parce que c'était absolument passionnant tout ce que tu as présenté. Et je pense que ça a dû être très instructif pour tout le monde, y compris peut-être même encore pour des étudiants qui n'ont pas vu en cours d'histoire toute cette période, mais qui est effectivement horriblement complexe et horriblement tragique quand on apprend que l'accusateur numéro 1 d'Eisenstein est celui qui finit le plus mal dans toute cette histoire, physiquement parlant. Voilà, tandis qu'Eisenstein a par miracle une seconde chance qui le mène quand même à la réalisation encore de 3 films. Si je me souviens bien, Alexandre Miski, les deux Yvon Terry. Et alors ça c'est absolument passionnant. Et alors tout ce que tu as dit et ce que tu as montré, je pense qu'on peut multiplier les exemples de récupération, de recyclage d'images sacrées. Évidemment, il y en a une tonne. Moi, j'adore particulièrement quand Stipo est dans l'embrasure de la porte avec les épines que l'on voit au-dessus de sa tête, le Christ avec les épines. Ou bien, bon, évidemment, la petite Rose, la chef du kolkhoz qui nourrit au sang du coup tout de suite la petite fille. Ou encore, évidemment, toutes les scènes de l'église où on a l'impression d'avoir des sons de croix aussi à un moment. Alors, est-ce que j'ai pas fait attention, ou il n'y avait pas cette scène magique extrêmement homoérotique aussi du très beau garçon méchant, qui fait partie des méchants, qui tout nu et a comme retenu par deux autres sur les côtés, enfin tout nu, torse nu. Si on le voit, justement, qui a une tournure assez michelangelesque. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup de choses. Alors sur la partie, je sais pas si c'est la page formulée, sur la partie création de mythes, j'ai trouvé ça passionnant ce que tu expliques. D'une part, c'est quelque chose qui tient à cœur à Eisenstein, d'autre part, ça peut-être aussi peut être vu comme une critique de la fabrication des mythes du stalinisme, d'où l'artificialité de ces images. Est-ce que aussi on peut le rattacher à cette tendance que connaît visiblement, d'après ce que j'observe le cinéma soviétique de l'époque, de réutilisation, de recyclage d'images de la culture ancienne, pour dire les choses généralement, qui vont être plaquées dans des films soviétiques des années 30 comme une sorte de représentation officielle du passé. Je m'explique. Chez Eisenstein, du coup c'est plutôt dans la grève générale, si je me souviens bien, la scène de la possession, qui fait évidemment penser au tableau de Répine de la possession dans la province de Kursk. Et donc on a une sorte de reproduction de la peinture du tableau des ambulants dans le film. Je pense aussi au film de Fratazan en 1936, Bespredanets, la Sandode, d'après Ostrovsky, qui reprend aussi les tableaux des ambulants, les Alleurs de la Volga, les Frosantarique des Sabas, etc. Est-ce que chez Eisenstein, on peut aussi, mais peut-être aussi, je ne sais pas, voir dans la façon de réutiliser des images archétypales, mais aussi de reprendre des images plus ou moins concrètes en fait, des renvois plus ou moins concrets au passé, comme
comme une volonté de reconstruire une histoire linéaire, une histoire sans heurts, une histoire, une image lisse, voilà, on va dire ça comme ça, une image lisse de la nouvelle histoire des années 30, des années 20 et des années 30, qui est présentée au spectateur comme étant évidente, parce que justement il utilise toutes ces images à la fois archétypales et qui appartiennent à la culture russe, disons, de manière générale. D'où Tourguenieff aussi, avec les enfants autour du feu, qui vont être repris comme image dans tous les posters des pionniers autour du feu. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, Eisenstein est quelqu'un qui se positionne clairement dans le fait de revendiquer l'héritage dans les querelles des années 20 sur est-ce qu'on doit liquider la culture dite bourgeoise ou est-ce qu'on doit au contraire la filtrer pour récupérer ce qui peut être utile pour établir une nouvelle culture prolétarienne. Eisenstein a toujours été pour l'héritage et donc il est dans une logique plutôt de continuité que de rupture. Et en cela, finalement, il est assez fidèle à son maître au théâtre Meyerhold, qui lui-même considérait qu'on ne pouvait pas faire de théâtre si on ne connaissait pas la littérature, la peinture. Donc Eisenstein est toujours dans cette... c'est même plus que du recyclage, c'est vraiment de la filiation. Donc ça lui est assez propre aussi. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est peut-être moins le cas pour le pré de Bégine avec cette imagerie très religieuse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi une volonté, ça c'est plus visible dans Nevsky ou dans Les Morts Terribles, de glorifier un patrimoine artistique en tant que national, pour aussi exalter une forme de patriotisme. Moi j'ai plutôt vu les scènes avec l'Église comme une volonté de témoignage de ce patrimoine orthodoxe, alors que lui est juif, par ailleurs. Bon, alors, alors que c'est une période où on détruit toutes les églises. Tout à fait. Et donc il y a un aspect documentaire même si c'est complètement chamboulé l'église. Oui, c'est ce côté très paradoxal où Eisenstein, avec ses films, fait comme une sorte de musée. Ça va conserver, prélever des choses. J'aurais voulu, j'avais pas le temps, mais je vous y renvoie. Vous pouvez voir aussi la première partie d'Enthousiasme de Vertov, de 30, où en fait, là aussi, Vertov filme ce patrimoine qui est en train d'être détruit. C'est assez ambigu, on ne sait pas tellement il y a aussi cette forme de fascination. Donc effectivement, chez Eisenstein le fait aussi lorsqu'il filme le Palais d'hiver d'octobre. Il est censé montrer la destruction de ce patrimoine. En même temps, il s'y attarde, et en s'y attardant, il le conserve. Donc il y a une ambivalence. Après, sur le fait qu'il soit juif, c'est plus compliqué que ça, parce que, en fait, oui, son père est d'origine juive, mais Eisenstein n'est pas du tout élevé dans cette tradition-là. Donc, il est plutôt élevé dans une tradition orthodoxe. Il y a son scénariste, quand même. Oui. Alors ça, après, effectivement... mais je pense pas... Enfin, là, par rapport au pré de Bégine, à part les archétypes, oui, d'Abraham, d'Isaac, mais c'est clairement pas ce qui domine dans l'épisode de l'Église. D'autres remarques ou questions? Non? Si vous n'avez pas d'autres questions, on remercie encore Ada pour cette passionnante conférence. Merci.